Parler de cette question vers un nouveau chemin Roxham, une crise migratoire qui semble se dessiner à la frontière alors que les États-Unis ont débuté leur campagne massive d'expulsion de centaines de milliers de personnes. La police de l'immigration américaine, puis vous avez probablement vu ces images-là, ça s'appelle cette police américaine de l'immigration ICE, United States Immigration and Customs Enforcement. Et elle procède depuis l'arrivée de Donald Trump à des milliers d'arrestations, parfois très, très musclées, enchaînant des hommes, des femmes avant de les expulser des États-Unis. Les images font le tour des médias américains, font le tour du monde également. Et il y a des cas d'erreur sur la personne lors d'arrestations qui commencent à faire surface. L'une des premières actions de Donald Trump après avoir prêté serment pour son second mandat a été d'élargir le mandat justement de cette police. Le nombre d'arrestations menées par ICE pourrait atteindre un nouveau sommet cette année de 28 650 en 2021, après 2 années au-dessus des 96 000 quand même, 2022-2023. En 2024, 32 000 et en 2025, on est déjà à 33 000. Donc, dans les 50 premiers jours seulement du retour au pouvoir de Donald Trump, ICE a réalisé 33 000 interpellations dans le pays. C'est plus que le total de 2024. Des experts s'attendent à ce que le chiffre dépasse de loin les 100 000 pour 2025. Devant l'incertitude, devant la peur, il y a de nombreux migrants menacés d'expulsion qui songent à venir au Canada. Il y a un mouvement d'ailleurs qui est déjà en marche, rapportait notre collègue Romain Chué hier. Au cours des derniers jours, le nombre de personnes venant demander l'asile au Canada a fortement augmenté, majoritairement des gens d'origine haïtienne. Le centre de traitement des réfugiés situé au poste frontalier de Saint-Bernard-de-la-Colle a même déjà atteint sa pleine capacité opérationnelle. De 560 en janvier, on est passé à 755 en février, à 1356 en mars. Et ce chiffre, 557, c'est pour les 6 premiers jours seulement du mois d'avril. Ce sont des chiffres qui sont quasiment similaires à ce qui a conduit le Canada et les États-Unis à fermer le chemin Roxham en mars 2023. Le nombre de demandes d'asile à la frontière canadienne par des points d'entrée terrestres, aériens, maritimes a fortement augmenté. Les demandes d'asile traitées par l'Agence des services frontaliers sont passées de 91 000 en 2022 à 143 000 en 2023 à 172 000 en 2024. Pendant ce temps, le nombre de demandeurs d'asile par des personnes qui ont franchi la frontière de manière irrégulière a fortement diminué en raison des changements. On est passé de 21 000 à 31 000, puis à 1 103 seulement en 2024 en raison principalement de la fermeture du chemin Roxham et des changements à l'entente sur les tiers pays sûrs. Romain Chué, je vous le disais, travaille là-dessus. Il s'est rendu d'ailleurs en Floride au cours des derniers jours pour comprendre un peu ce qui se passe aux États-Unis, pourquoi les migrants haïtiens particulièrement veulent se rendre au Canada. Beaucoup vivent de la peur au ventre. C'est un récit qui est à lire sur notre site web sur radiocanada.ca. Les chefs, les formations politiques doivent s'engager à en faire plus, doivent sécuriser la frontière. Parce qu'on a vraiment excédé notre capacité d'accueil. Donc, c'est sûrement pas le temps d'en ajouter. Donc, je demande au gouvernement fédéral d'agir rapidement. Mais on fait quoi? Jacques, il y a 530 000 personnes qui doivent obtenir un nouveau statut d'immigrant aux États-Unis avant le 24 avril. Il y a 520 000 personnes haïtiennes dont leur statut va changer, statut temporaire qui va arriver à échéance. Est-ce qu'il faut s'attendre comme ça à une vague de migrants importante à notre frontière? Oui, bien, et M. Trump qui dit qu'il va expulser près de 10 millions, 10 millions de personnes. Bon, alors, c'était écrit dans le ciel que cette question-là allait se poser plus tôt que tard. Moi, d'abord, avant de raisonner rationnellement la question, je trouve ça terriblement triste quand on aborde la question de l'immigration, parce que quand on parle des tarifs douaniers, Gérald, on parle de chiffres, on parle de pourcentage, on parle de guerre commerciale. Alors que quand on aborde la question de l'immigration, on parle d'humains, de personnes. Bon, tout ça est vrai que le Canada a accueilli trop et qu'il y a des problématiques de logement, qu'il y a des problématiques d'itinérance, qu'il y a des... Bon, alors tout ça est vrai qu'on doit faire les affaires dans l'ordre et que dans le contexte actuel, on peut pas ouvrir toutes grandes les frontières, mais en même temps, ça me décourage pas mal, Gérald, parce que ce n'est que la pointe de l'iceberg. Alors, quand vous parlez d'Haïti,
c'est quoi les conditions de vie sur Haïti, pas depuis 3 ans, depuis 20, depuis 30, depuis 40 ans, avec une responsabilité énorme du gouvernement américain, pas juste de Donald Trump, là, d'Obama et des autres à l'endroit d'Haïti. Donc, au-delà du débat rationnel, je trouvais que de manifester quand même une empathie à l'endroit de ceux qui sont pris dans ce tourbillon, c'était de mise. Des centaines de milliers de personnes d'origine haïtienne pourraient être expulsées dans les prochaines semaines, prochains mois des États-Unis. Ces gens-là viennent à la frontière canadienne pour demander l'asile au Canada. Mais notre entente avec les États-Unis fait en sorte que vous devez demander l'asile dans le premier pays où vous vous trouvez. Mais les États-Unis veulent expulser ces personnes-là. Quel est notre devoir, nous, Canadiens, Québécois, à la frontière? Antonine. Bien, c'est sûr qu'avec tout le drame humain qui se dessine devant nous, de vous parler de système, de règles, de conventions, d'accords, ça fait toujours un peu insensible et je m'en excuse d'avance parce que je partage toute l'empathie que Jacques a exprimée de voir le spectacle déplorable qu'on voit aux États-Unis à l'heure actuelle parce que c'est un spectacle où on met en scène ces drames humains et vraiment, je pense qu'il n'y a personne qui peut être en accord avec ça. Maintenant, c'est vrai qu'on a des accords et il y a des règles et il y a un système d'immigration au Canada et on a l'impression depuis plusieurs années que le système officiel ne tient plus, hein, parce que de l'autre côté, arrivée de demandeurs d'asile, de migrants de manière assez massive. Le Québec, dans les dernières années, on était autour de 60 000 personnes par année. On était déjà dans une espèce de crise. Et même si on ferme le chemin Roxham, ça change rien. Dans le fond, les gens vont arriver d'autres manières. Ils vont faire leur demande d'asile autrement. C'est-à-dire qu'ils arrivent de manière... Avant, ils arrivaient de manière irrégulière parce qu'ils pouvaient demander l'asile au chemin Roxham. Maintenant, ils n'ont plus besoin de faire ça. Ils peuvent arriver à la douane, demander l'asile. Mais l'entente avec les États-Unis fait en sorte qu'on ne peut pas demander l'asile à 2 endroits. Il faut le demander dans le premier pays où on se trouve. Est-ce que les États-Unis, c'est encore un pays sûr? Bien, officiellement, oui, c'est encore un pays sûr. Les politiques, évidemment, de M. Trump sont très graves et sont épouvantables. Peut-être qu'il faudra revoir effectivement les accords, mais on ne peut pas changer les règles du jeu du jour au lendemain. Là, on sait qu'on va avoir une vague de personnes qui vont arriver. Certaines personnes vont être envoyées automatiquement, mais année après année, évidemment, il y a un processus pour les demandeurs d'asile. Antonine, Jacques, bougez pas. Le ministre est avec nous, le ministre Jean-François Roberge, justement, qui est prêt à nous parler, ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration qu'on retrouve à Québec. Bonjour, M. Roberge. Bonjour, M. Fillon. Est-ce que vous vous attendez à une hausse importante des demandes d'asile à la frontière du Québec? Je dirais qu'on s'y attendait depuis l'arrivée en poste de M. Trump. On surveille la frontière beaucoup plus attentivement depuis ce moment-là. Mon collègue François Bonnardel à la Sécurité publique et moi, on a un topo à toutes les semaines. Et c'était stable, relativement bas, les arrivées là, par la frontière terrestre. Il y avait des demandes d'asile en assez grand nombre quand même, mais je dirais aux aéroports, c'était pas venu en provenance directement des États-Unis. Puis là, on a vu que dans la dernière semaine, dans les derniers jours, il y a eu cette augmentation marquée à la frontière terrestre. Est-ce que ça vous inquiète? Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement fédéral? Ben, oui, c'est inquiétant parce que le statu quo n'est pas tenable d'abord. Là. Avant même qu'il y ait ce soubresaut là, à la frontière terrestre, on était à environ 3000 demandes d'asile par mois au Québec. On s'alignait pour donc une année d'autour de 36, même à 40 000, dépendamment des mois. C'était beaucoup trop élevé considérant que notre capacité d'accueil est dépassée et depuis longtemps. Et là, quand on voit qu'en plus des gens qui arrivent à la frontière, il y a des gens qui commencent à arriver vraiment via la frontière terrestre, ben on voit que là, ça n'a plus de sens. Là. On demande vraiment à tous les chefs, à toutes les formations politiques, de prendre un engagement clair, de faire respecter l'entente sur les tiers pays sûrs. Je pense que Mme Iacarini disait bien juste avant que j'arrive en ondes. Cette entente existe. Il faut la faire respecter. On ne peut pas se permettre d'accueillir des gens quand déjà on a des problèmes de logement, quand déjà on est vraiment saturé côté santé, côté éducation. Il faut, comme on l'a déjà dit, en prendre moins et en prendre soin. Mais quelle est notre responsabilité à nous quand on voit ce qui se passe aux États-Unis? Vous avez vu, M. Roberge, les images aussi aux États-Unis. Il y a même des cas qui sont rapportés comme quoi les personnes qui sont arrêtées dans une certaine violence par les autorités américaines, par la police de l'immigration des États-Unis. Il y a même un cas où une personne a été envoyée au Salvador finalement et on a prouvé qu'elle n'était pas du tout criminelle.
Qu'est-ce qu'on fait quand on voit ça aux États-Unis? Est-ce que vous considérez toujours les États-Unis comme un pays sûr? Je pense qu'il faut considérer encore les États-Unis comme un pays sûr. Maintenant, on ne peut pas être insensible quand on voit en direct ou avec des reportages des choses qui, je vous dirais, sont douteuses, sont particulières. Maintenant, on ne sait pas ce qui arrive si simplement ces personnes vont vérifier leur statut, puis relâcher, puis poursuivre leur journée. M. Trump veut en expulser massivement des centaines de milliers, voire des millions. On sait, nous, si on n'accepte pas la demande d'asile, ce que vous demandez, est-ce que c'est pas finalement de retourner ces personnes sur le sol américain et de subir le sort qu'ils vont subir? Écoutez, c'est possible. Je ne peux pas savoir personne par personne ce qui va arriver avec chacun des ressortissants, mais le Canada là, et le Québec, on est 9 millions. Le Canada, on est un peu plus de 40 millions. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Je veux dire, le fait qu'il y ait des drames humains aux États-Unis, il y en a eu en Ukraine, il y en a en ce moment en Palestine, il y en a à plusieurs endroits. Ça n'augmente pas ça d'emblée, à chaque fois, notre capacité d'accueil. Puis on ne peut pas prendre sur nos épaules toute la misère du monde. On doit faire notre part. Le Québécois et le Canada ont toujours fait. Le Québec et le Canada, pardon, ont toujours fait leur part. Les Canada demeurera une terre d'accueil. Mais notre capacité d'accueil n'est pas infinie. Ouais. On est en ce moment là au-delà de ce qu'on pouvait accueillir. Il faut prendre la mesure de ça. L'an passé, ça a coûté 500 millions de dollars en aide de dernier recours. C'est énorme. Mais on est quand même dans un pays riche. On a quand même des capacités. On fait partie des pays du G7. Si c'est pas le Canada qui accueille la misère du monde, c'est qui sur la planète Terre qui peut accueillir des personnes comme ça, qui sont expulsées, puis certains considèrent que c'est injuste, avec une politique sur l'immigration et sur les migrants très brutale de la part de l'administration américaine? Je pense que chaque pays doit faire sa part, chaque pays doit regarder sa capacité d'accueil. Quand on parle aux ressortissants haïtiens, puis au Québec, on a une sensibilité réellement pour la communauté haïtienne. Beaucoup de personnes se sont intégrées merveilleusement à la société, à la nation québécoise, des gens d'Haïti, bien sûr. Mais il y a beaucoup d'Haïtiens, il y a des centaines de milliers d'Haïtiens qui pourraient être expulsés par les Américains, là. Je comprends, mais écoutez, on ne peut pas accueillir des centaines de milliers d'Haïtiens de plus dans la prochaine année, juste au Québec, là. Au Québec, là, notre capacité d'accueil, grosso modo, là, ça a été, ces dernières années, là, entre 25 000 et 50 000 personnes. Total. Et là, depuis 2-3 ans, on accueille, en plus des immigrants permanents, 50 000, 60 000 personnes, on dit temporaires, mais qui restent ici pendant plusieurs années. À un moment donné, ça fonctionne pas, là, pour le logement, pour la santé, pour l'éducation, pour la francisation. Donc, oui, on va faire notre part, mais on peut pas accueillir toute la misère du monde. Puis on s'attend à ce que le gouvernement canadien actuel, mais aussi le prochain gouvernement canadien, donc les chefs qui veulent diriger le Canada, fassent preuve de leadership et annoncent qu'ils sont capables de prendre des décisions difficiles. Quand on se lance en politique, c'est pour prendre des décisions difficiles, des fois qui sont populaires, des fois qui sont moins populaires, mais on a des responsabilités sur le moyen terme et le long terme. Mais le contexte actuel est quand même difficile aussi pour nous, face aux Américains, face à ce qui se passe. Je mentionne qu'il y a 520 000 Haïtiens dont le statut va changer en août prochain aux États-Unis. Donc, c'est des gens qui, pour beaucoup, s'ils retournent dans leur pays d'origine, sont en situation dangereuse, en difficulté, et donc qui vont tenter de demander l'asile au Québec, au Canada. Quels sont on va terminer là-dessus, M. Roberge. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire au Québec si les demandes continuent d'augmenter? Parce que dans les faits, on pense que les demandes vont continuer d'augmenter au cours des prochains mois. Certainement, par rapport aux ressortissants haïtiens qui seront peut-être forcés de quitter les États-Unis, certainement qu'on pourra en accueillir une certaine proportion au Canada, une proportion au Québec, parce que plusieurs Haïtiens ont de la famille au Québec, puis on a une place spéciale dans notre cœur pour cette communauté-là. Absolument. Mais sinon, il faudra trouver d'autres endroits où ils peuvent être accueillis, logés dignement, puis se refaire une vie. Maintenant, c'est triste de voir des politiques appliquées de manière aussi drastique, à coups de décrets spectaculaires signés par un président qui, je vous dirais, prend des décisions qui sont douteuses, autant d'un point de vue migratoire que d'un point de vue économique. C'est triste, mais vous ne remettez pas en question l'entente avec les États-Unis.
Non, je ne remets pas en question l'entente avec les États-Unis parce qu'on a bien peu de leviers pour contrôler notre immigration. On a vu que le gouvernement canadien avait carrément perdu le contrôle de ses frontières pendant un certain temps. Là, on a regagné d'une certaine manière le contrôle de notre frontière terrestre, mais beaucoup de demandeurs d'asile continuent d'arriver à chaque mois par les aéroports. Et puis, on ne peut pas avoir des brèches un peu partout, à gauche, à droite, puis penser qu'on va réaliser l'impossible. Là. Il faut être responsable, raisonnable. Oui, le cœur sur la main. Oui, faire notre part. Mais on ne peut pas faire plus que notre part. C'est aussi simple que ça. Merci, M. Roberge, d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci, au revoir. Réaction, Jacques, Antonine. À ce que dit Antonine, vous étiez en train de parler à ce que dit M. Roberge. Bien, je ne suis pas vraiment surprise d'entendre ça. Effectivement, l'accord sur les tiers pays sûrs, s'il faut le revisiter dans un nouveau contexte, tout a changé depuis le mois de janvier avec l'arrivée et le retour, en fait, de M. Trump. Est-ce qu'il faut le revisiter? C'est sûr que de négocier cet accord-là avec l'administration actuelle, ce sera peut-être pas très agréable. Mais je pense aussi que c'est un enjeu qui est global. Là, on voit une situation qui est urgente, puis on va agir dans l'urgence. Mais sur le moyen et le long terme, le système d'immigration, où on fait une planification ici au Québec de l'immigration. On a de l'immigration qui est permanente, on a de l'immigration économique qui essaie de répondre à des besoins qui sont économiques. Il y a une partie qui est réservée pour les réfugiés. C'est les demandeurs d'asile notamment qui vont être acceptés là, par la commission qui décide si une demande d'asile est valide ou non. Bien, ça ne fonctionne plus là, parce qu'on met des seuils d'immigration à 45 000, 55 000 et de l'autre côté, on a un flux migratoire qui arrive et la décision de la validité d'une demande d'asile, elle n'est pas nécessairement entre nos mains. Donc, on a vu dans les dernières années, par exemple, d'essayer de trouver des solutions pour que les demandeurs d'asile plus rapidement puissent se mettre au travail, avoir des permis de travail pour qu'ils puissent contribuer à la société, puis de pas seulement être sur l'aide de dernier recours. Ça, c'est un exemple d'adaptation, mais plus globalement, quand on va faire la prochaine planification de l'immigration, on n'a pas le choix de prendre ça en compte parce que les demandeurs d'asile qui font vraiment leur demande ici, de toute façon, c'était en augmentation. On est déjà dans une obligation d'adaptation. Jacques, le ministre dit il faut en prendre moins, il faut en prendre soin, là, reprenant un peu le slogan de M. Legault d'une campagne électorale. Il dit qu'on n'a pas le choix d'agir comme ça. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. En même temps, la misère du monde, c'est comme vous disiez tantôt, c'est des vraies personnes aux États-Unis qui font face à une administration très brutale. Ouais, ben, je pense que historiquement, le Canada, le Québec a été capable et en mesure d'accueillir une bonne partie de la misère du monde et on a été capable de le faire dans une dynamique d'intégration. Ce qui marche moins ces dernières années, je pense qu'on l'a assez dit, là, ça a peut-être un peu dépassé les capacités d'accueil. Mais là, il va falloir qu'on réfléchisse peut-être à une façon de réinventer, d'avoir cette solidarité-là puis cette ouverture en construisant des logements, en se donnant les moyens de franciser davantage plutôt que de couper comme le gouvernement de la CAQ l'a fait récemment dans la francisation. On aurait des migrants haïtiens, là. Ils parlent français, ces gens-là. Oui, bien sûr. Beaucoup, mais là, oui, mais c'est parce que là, on parle d'Haïti, mais après ça, ça va être les Latino-Américains, là, du côté de l'Amérique, là, du Mexique puis du Salvador, c'est les Latinos qui sont... donc, il va falloir, je pense, sortir de la case. On ne pourra pas juste dire fermons de façon plus hermétique les frontières. Ça n'arrivera pas et ça ne se passera pas. Maintenant, je suis d'accord. Est-ce que, dans le contexte de la campagne électorale actuelle, plutôt que de parler de Trump et des tarifs, on ne pourrait pas débattre de comment, au Canada, on va se donner les moyens d'être davantage ce que nous avons toujours été, parce que démographiquement parlant, économiquement parlant, on le sait, on a besoin d'immigration. On a besoin. Pas juste parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais dans nos hôpitaux, dans nos centres d'accueil. Allez voir qui travaille à Maisonneuve-Rosemont en ce moment, là. Ouais, et vous allez avoir une bonne partie de la réponse. Ben d'ailleurs... Audio Jungle.